Babelut. 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Babelut. Mars, le mois de toutes les crises. Crise sanitaire, crise climatique, crise géopolitique, crise économique. Dans l'Antiquité, Mars était le dieu de la guerre, de la force et des grands changements. En ce début du mois de mars 2022, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous assistons à ce qui ressemble de plus en plus à une nouvelle guerre mondiale, une guerre 3.0 qui ne dit pas son nom. Une crise de plus dans ce long tunnel de crise qui a commencé il y a plusieurs années, avec la crise écologique et l'apparition de Greta Thunberg sur la scène mondiale, la crise politique aux USA avec l'élection de Donald Trump et ensuite avec la crise du coronavirus, une crise universelle qui a paralysé et fait vaciller le monde dans un océan d'incertitude. Ce n'est pas par hasard que depuis de nombreuses années, nous avons assisté à l'éclosion, pour ne pas dire à l'explosion, de thérapies en tout genre proposées par des thérapeutes un peu gourous, un peu soignants, mais parfois même un peu charlatans. Tout cela dans une vaine recherche de sécurité et de réconfort dans un monde plein d'angoisse. Alors, le mois de mars est-il le mois de toutes les crises ? 3 philosophes nous apportent quelques tentatives de réponse. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Rachel, Odile et Caroline de l'ASBL Young Thinkers. Pouvez-vous présenter l'ASBL Young Thinkers ? Young Thinkers, c'est une ASBL qui a été créée en 2016, qui se veut être un réseau de jeunes philosophes. C'est un peu comme ça qu'on se décrit. C'est une ASBL qui propose à des étudiants en philosophie, des gens qui ont fait au moins quelques années de philosophie ou qui sont diplômés, de rejoindre un réseau de jeunes qui continuent à utiliser les outils de la philosophie qu'on a appris à l'université pour penser dans le monde dans lequel on est. Ça implique du coup d'utiliser les outils qu'on a appris dans une discipline universitaire en dehors de l'université à la rencontre de situations réelles et de populations réelles aussi, de publics différents qui sont habités par des questions concrètes. Et alors nous, on aime bien aller rencontrer ces publics parce que c'est aussi en rencontrant des gens différents qui voient des choses différentes, qui expérimentent le monde de manière différente, qu'on peut vraiment s'affûter dans notre pensée. Qu'on peut vraiment utiliser les outils qu'on a appris dans un contexte un peu artificiel, qu'est l'université, faut l'admettre, et se dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble aussi en créant une dynamique de pensée collective. L'université présente souvent des philosophes comme des gens un peu tout seuls dans leur tête, avec des bouquins qui publient leur pensée dans un livre. Donc il y a quelque chose d'assez individuel c'est un mythe de l'université évidemment, parce qu'il y a des centres de recherche, etc. Mais c'est un imaginaire qu'on a de la figure de philosophe qui est assez ancré quand même dans notre société. Et nous, par le fait d'être un réseau de gens qui ont étudié la philosophie, mais qui ont aussi chacune étudié des auteurs différents, des questions différentes, en se mettant ensemble et en se stimulant les uns les unes les autres, et en plus en allant à la rencontre de publics différents, qui nous posent des questions concrètes, eh bien ça force tout le monde en fait à réfléchir mieux et à être plus clair et à se tenir aussi à une exigence qui est plus haute, parce que quand on parle avec que des gens qui nous comprennent, il y a un moment donné où on se ramollit un peu en fait, parce qu'on est en mode oui, tu sais ce que je veux dire. Bien sûr, on s'isole, ouais, bien sûr. Et quand on parle avec des gens qui viennent complètement d'un autre milieu ou qui ont complètement d'autres vécus, eh bien on est obligé d'être clair, on est obligé d'être précis, on peut pas faire de généralité, et ça je crois que c'est ce qui nous stimule beaucoup dans le réseau et la raison pour laquelle on travaille là. Enfin moi c'est la raison pour laquelle je travaille là. Oui, et puis je pense que c'est aussi essayer à un moment donné de déconnecter en fait la philosophie d'un aspect simplement théorique, alors que la philosophie a plutôt, selon je pense beaucoup d'entre nous, une résonance pratique en fait. C'est un certain rapport au monde, un certain rapport à soi, un certain rapport au faire, et du coup en fait le mijoter intérieurement en solitaire, finalement ça c'est comme une coquille vide en fait. C'est pas exploiter l'entièreté de possibilités de la philo. Ouais. Exactement. Et du coup là en fait de pouvoir le sortir de son jargon, le sortir de sa théorie pour pouvoir aller essayer d'attaquer des questions qui sont concrètes et qui sont réelles en faisant un pas de côté, eh bien ça permet aussi de revitaliser la philosophie en fait, qui a tendance à devenir un petit peu poussiéreuse à un certain moment.
Et du côté de Éléonore et moi-même qui avons voulu lancer l'initiative il y a quelques années maintenant, on se disait qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux où la vie est au milieu de questions, et notamment pour les adolescents, qui est une époque où on se pose plein de questions, mais vivre avec ces questions était possible et pouvait être enrichissante pour soi, pour les autres. Et ça nous semblait être un manque, et c'est comme ça qu'on a lancé l'aventure. Ouais, si je peux rebondir, parce que tu parles des adolescents. C'est vrai que les adolescents, c'est quand même un des publics avec lesquels on travaille le plus. Parce que les adolescents sont aussi, je crois, à un âge où ils sont traversés d'énormément de questions, mais ils ont peu d'endroits où ils peuvent vraiment les poser et où ces questions seront prises au sérieux. Et parfois des questions qui sont franchement angoissantes. Et généralement, je crois que dans l'expérience de beaucoup de gens ou dans la société, quand on a une question qui est trop grande pour nous, on a tendance à la balayer sous le tapis parce qu'en fait, on n'arrive pas à y faire face. Et nous, dans notre manière de concevoir en tout cas la philosophie et la manière dont on l'explique au public avec lequel on travaille, souvent les ados, on dit mais la philosophie c'est comme apprendre à nager dans un océan d'incertitudes, un océan de questions existentielles dans lesquelles certes on pourrait se noyer, mais vas-y on va apprendre à nager quoi. Et donc ça implique d'affronter parfois frontalement des questions qui sont inconfortables et à créer des espaces dans lesquels on va pouvoir parler de ça. En se donnant des outils, peut-être aussi si on prend une métaphore d'apprendre à nager, peut-être qu'on commence avec une petite bouée, comme ça on est sûr de ne pas se faire trop mal, mais le but c'est de pouvoir s'autonomiser aussi face à ces questions-là. Excellent, c'est vraiment, vous me donnez un enchaînement en fait d'une logique imparable en parlant de nager dans un océan de questions, justement, et des questions, les membres de la SBL, le troisième œil, en ont un tas à vous soumettre et à vous proposer. Du fait, bien entendu, de ce qu'on a vécu ces dernières années, on a vécu, comme vous le savez, on sort d'une crise sanitaire, et puis là on entre dans une crise, on va dire, géopolitique avec la guerre aux portes de l'Europe. Et, il y avait un tas de questions qui revenaient d'angoisse, en fait, justement, qui revenaient par rapport à ça. Et j'aimais bien le fait que vous disiez justement faire un pas de côté pour voir peut-être les choses sous un autre angle, prendre du recul, voir c'est très intéressant comme démarche. Et évidemment, nos membres ont un tas de questions. Et une des questions qui revenait était la suivante. Crise climatique, crise sanitaire, crise migratoire, crise géopolitique, avec les guerres aux portes de l'Europe. Comment vivre heureux dans un monde plein d'incertitudes ? Qui veut répondre à cette question ? Rachel ? Moi, je veux bien aussi, mais... Non, je sais pas, je m'imaginais que tu serais plus lancée que moi, mais je peux y aller. Mais en fait, moi, il y a plusieurs choses que je vois là-dedans. C'est déjà pourquoi vivre heureux. Simplement, mais vraiment, en fait, je me dis, je trouve ça assez impressionnant comme on est dans des sociétés, en fait, qui nous poussent à chercher nos bonheurs, nos plaisirs, à chercher une espèce d'absence de trouble, entre guillemets, là où, en fait, l'existence humaine est fondamentalement troublée, peu importe ce qui se passe autour d'elle. Donc ça, c'était déjà une chose. Autre chose, en fait, on dit qu'aujourd'hui, le monde est incertain, mais relativement à quoi ? À quel monde ? Quel monde, à un moment donné, était plein de certitudes ? Je pense pas qu'il ait existé. Je pense que c'est de nouveau un fantasme qu'on projette pour pouvoir, en fait, s'octroyer aussi une forme de... je sais pas... je sais pas, un espèce de truc de comme si, en fait, la période qu'on vivait maintenant et ce qu'on était et ce qui nous traversait était unique au monde, alors qu'en fait, je pense que c'est le fardeau de tous les hommes, de toute humanité et de tout temps. Et je pense qu'à côté de ça, en fait, il y a plein de réponses. Il y en a certains qui vont dire, en fait, être heureux, c'est les plaisirs simples, donc soit d'être égocentrique et kiffe ton truc. D'autres qui vont dire que être heureux, c'est essayer de trouver une forme de justesse et une espèce de moralité. Et donc, du coup, il s'agira, en fait, de comprendre les rouages du monde dans lequel t'es pour pouvoir parvenir à mettre en place un agir dans lequel, toi, tu te sens en résonance avec qui tu es, avec ceux qui t'entourent. D'autres qui diront, en fait, que le bonheur n'existe simplement pas. Et donc, du coup, en fait, cette quête-là est comparable à la quête d'immortalité des alchimistes. Et du coup, en fait, à part créer des spéculations qui finiront nulle part. Mais si on retire le mot, je veux dire, le mot bonheur, en fait, et qu'on garde, genre, comment vivre dans un monde d'incertitude.
Même chose, pas même chose, je crois que c'est effectivement le fait de retirer des termes de la question change complètement la question. La réponse du philosophe. Non, mais c'est vrai, c'est pas la même chose de vivre heureux que de vivre. Et en fait, vivre dans un monde incertain, si on prend le mot vivre de manière la plus simple et évidente, vivre c'est quoi ? Vivre c'est avoir un système digestif qui fonctionne, c'est manger, dormir, aller aux toilettes. Enfin, et en fait, on le fait tout le temps, vivre dans un monde incertain. Biologiquement, on est en vie. Et le monde, il est incertain. Enfin, voilà, on vit. Donc, parfois, le fait de prendre une grande question et de la prendre un peu au sérieux, et de la démystifier. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qu'on mystifie parce qu'on se dit que la réponse ne va pas être simple. En fait, non, vivre dans un monde incertain, je crois que tout le monde voit comment faire. Il faut ingérer de la nourriture tous les X heures et puis il faut dormir de temps en temps et a priori, notre corps s'en sort. Alors, cela étant dit, je ne veux pas annuler le fait que c'est une vraie question. À part le côté pratique. On a dit qu'on faisait de la philo pratique. Hein. Cela dit, j'aimerais bien rebondir quand même sur ce que disait Odile sur le monde incertain. Est-ce que le monde aujourd'hui est plus incertain qu'un autre ? Justement, je crois que quand on plonge dans l'histoire de la pensée, il y a plein d'époques qui se sont vécues comme vraiment des périodes de crise. Des périodes dans lesquelles les gens se disaient « mais comment on va faire à partir de maintenant ? Ce qu'on vit, c'est absolument inédit. » Dans les exemples que Odile a cités sur les manières différentes de voir le bonheur, il y en a quand même plusieurs qui viennent plutôt de la Rome antique. Et toute la période romaine, donc l'Antiquité tardive jusqu'à la chute de Rome, c'est une période dans laquelle il n'y avait que des crises partout. L'Empire romain, qui était ce truc le plus stable depuis très très longtemps, était en train de s'effondrer. Et tous les penseurs qui vivaient à cette époque-là ont écrit sur ça veut dire quoi vivre dans un monde qui s'effondre. Comment est-ce qu'on va pouvoir être heureux maintenant ? Comment est-ce qu'on va pouvoir naviguer cette vie alors que tout, littéralement tout, est en train de s'effriter autour de nous. Donc le fait de plonger dans... C'est l'histoire, en fait, qui nous apprend à relativiser. L'histoire, mais aussi l'histoire de la pensée. Ouais. Je crois que lire ce que ces gens-là ont écrit nous donne des outils très concrets pour nous envisager les choses aujourd'hui. Alors déjà, on se sent moins seul. Parce que c'est vrai, toutes les époques se sont toujours vécues sous un genre de forme d'exception, en disant notre époque, elle est différente. Peut-être c'est vrai, je crois qu'il y a de vraies raisons d'avancer ça. Mais le fait de au moins voir dans d'autres époques des gens qui ont eu ce sentiment-là, eh bien, on peut se sentir appartenir à un genre d'histoire humaine dans laquelle notre destin ne serait pas si solitaire. Et de trouver des outils de consolation chez des personnes qui se sont confrontées à ça aussi et qui ont trouvé leur propre manière de naviguer ça, justement. Ouais, et alors du coup, pour rebondir aussi là-dessus, moi ce que je trouve assez intéressant, c'est en regardant justement un peu les échos qu'il y a dans l'histoire qui nous précède. Et finalement, moi, ça me donne plus envie de rebondir sur mais qu'est-ce qui conditionne en fait l'existence humaine ? Qu'est-ce qui nous mène vers ces angoisses, etc. Et en fait, et je pense qu'on en parle très souvent, il y a un truc que moi je trouve fascinant en fait dans la façon dont on vit des crises, etc. C'est vraiment ce truc de quoi qu'il arrive, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, peu importe quand tu es, le quotidien résiste. À un moment donné, t'es fatigué, quoi. À un moment donné, t'as faim et tu vas chercher à manger. Et je me revois en fait au moment où le confinement est annoncé et de dire en fait ça pourra durer 3 semaines comme ça pourra durer 3 ans. Et en fait demain matin je vais me lever et je vais avoir envie de déjeuner. Que ça dure 3 semaines ou 3 ans. Et à un moment donné je devrais aller aux toilettes. C'est ça. Inévitable. Le réel. Ouais, c'est ça. Le réel résiste. C'est vraiment le réel résiste. Et je pense en fait qu'à certains moments, ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent pris dans ces angoisses et dans ces questions-là, c'est parce qu'en fait on a comme l'impression que le réel ne résiste pas. Mais le réel résiste. En fait, on est toujours pris dans ce socle-là. Et je pense qu'en fait, c'est compliqué aussi pour l'humain de se dire en fait qu'on n'est qu'une poussière parmi les poussières qui est confrontée à un quotidien qui résiste, peu importe ce qu'il y a autour. Donc du coup, j'ai l'impression que cette question, en fait, elle vient plus chatouiller nos égos que le monde dans lequel on est. Mm-hmm. J'ajoute un petit truc, parce que cette question du réel qui résiste, c'est un thème que j'aime beaucoup. À un moment donné, je crois qu'on est à une époque qui a un problème avec le réel. Avec ce truc, on vit aussi dans des discours de genre il y a une crise de la vérité, les fake news, tout ça, et donc on ne sait plus ce qui est réel. Et je crois que ça, c'est vraiment un air du temps dans lequel on est. Du coup, je vais citer une fiction pour étayer mon argument. Ça va être assez peu philosophique, mais bon, voilà. C'est une série qui s'appelle Westworld. Et dans cette série, à un moment donné, quelqu'un dit le réel, c'est ce qui continue d'exister quand on arrête d'y croire.
Et je trouvais cette phrase était parfaite. Ouais, c'est une très belle phrase. Parce qu'on se raconte en fait qu'il y a plein de fictions et tout. Et je crois qu'il y a vraiment plein de choses dans notre vie qui sont des fictions. Du type il faut faire carrière. Enfin, en fait, il y a plein de choses qu'on se raconte qui sont des formes de fiction. Et je crois que dans des périodes de crise, parce que crise, du coup, étymologiquement, ça veut dire séparer, bien, c'est peut-être aussi des périodes dans lesquelles on a à séparer les fictions du réel, parce qu'en fait, le réel, il va encore être là demain. Et donc, il va falloir s'accrocher aux choses qui seront encore là demain, parce que si on s'accroche aux fictions, on va vraiment avoir l'impression que tout s'effondre. Mais en fait, il y a bien un truc qui va nous réceptionner à la fin. Et, c'est le mur. C'est le mur. Mais oui, moi, je crois qu'on rencontre le réel que par accident, en se prenant le mur. Excellent. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne chute. Alors, c'est excellent. Alors, bon, pendant cette période que vous avez évoquée, comme ça, donc en parlant de cette crise sanitaire, il y a quelques mots qui émergeaient comme ça, qui étaient assez intéressants, qui remontaient, donc, dont le fameux anxiogène et un autre, en fait, qui s'appelait résilience. Mais au fait, c'est quoi la résilience ? Mais du coup, le mot résilience, c'est carrément un mot qui certes, c'est vrai, est à la mode. Et moi, je l'aime pas, ce mot. Moi, il me dit rien, vraiment, il me fait pas penser. Un mot qui me fait penser, c'est le mot transformation. Et il se trouve que les philosophes, les penseurs, les penseuses qui me parlent beaucoup, et particulièrement dans l'époque dans laquelle on vit, sont des philosophes qui peuvent penser la transformation. Qu'est-ce qu'il y a après ? Et en fait, le mot résilience, il amène cette idée qu'il faudrait revenir à l'état d'avant. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir prendre un choc, et puis rebondir et revenir comme on était, plus ou moins. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Et moi, j'ai l'impression qu'on peut raconter d'autres histoires à propos des chocs, des traumas, des trucs qui viennent nous secouer dans notre vie. Et plutôt que d'essayer de nous ramener à un genre d'état normal d'avant, de se dire, mais comment est-ce que cette existence pourrait être un truc dynamique qui se transforme tout le temps ? Et on est tous et toutes déjà en transformation, et c'est OK si on revient pas à l'état d'avant. Peut-être il faut pouvoir le... Et en fait, c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur de se dire qu'il y a quelque chose qui n'existe plus, qui a été perturbé pour plein de raisons différentes. Mais avoir des imaginaires positifs sur on pourrait devenir autre, on pourrait se transformer, on pourrait devenir autre chose complètement, je trouve que ça apporte aussi une forme de joie, vraiment, de se dire je suis curieuse de qu'est-ce que je vais devenir à travers cet événement-là. Ce changement. Ce changement, ouais, et ça va être effrayant. Ouais. Mais c'est excitant en même temps. C'est aussi excitant. Ouais. Et le fait de ne pas parler de résilience, mais de parler de transformation ou d'autres... Il peut y avoir plein d'autres mots qui disent la même chose. Le fait de parler de ça, ça permet de rajouter justement ce côté excitant, joyeux et tout aussi effrayant, mais néanmoins, il y a d'autres choses qui peuvent nous porter, quoi. Ouais, et puis enfin, même pas rebondir, mais en fait... continuer sur ta lancée. Moi, je vous avoue aussi que le mot résilience, pour moi, il est vide, quoi. Et vraiment, enfin, dedans, il y a le mot silence, on entend résignation presque. Enfin, il y a un truc où je suis là en mode, mais il est moche. Enfin, et du coup, au-delà du fait qu'il est moche, il y a aussi ce truc de, je sais pas comment dire. Genre, moi, j'ai tendance aussi à regarder juste à l'échelle de ma courte vie, de me dire, en fait, c'est fou. Comme les moments en fait, qu'on pensait qui allaient être traumatiques ne sont pas forcément ceux qui sont traumatiques. C'est fou de voir comme un tout petit choc qui en fait n'est rien peut nous fracturer complètement de l'intérieur. Et de voir aussi en fait que finalement les moments où apparemment on est dans la résilience, en fait c'est juste le mouvement, c'est normal. Enfin, il n'y a pas de travail à la résilience. Nous sommes intrinsèquement résilients. Il n'y a pas à comprendre autre chose en fait de ce terme. Et du coup, je comprends pas ce qu'il dit. Parce qu'en fait, je suis là en mode... j'ai l'impression que c'est comme si on disait « l'homme est un homme ». Je suis là, oui, c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Rien. Et donc, du coup, de nouveau dans ce rapport à la transformation, de nouveau dans ce rapport à la plasticité, au mouvement, je pense pas qu'il s'agit d'avoir confiance quelque part, au-delà du fait que le temps passe, en fait. Et puisque le temps passe, il va résoudre ou juste dissoudre les choses. Ouais. Et... C'est très surprenant ce que vous dites, justement, parce qu'en fait, il y a actuellement là, une action qui est menée au niveau international par les Nations Unies, justement, par rapport à la résilience face au changement climatique. Bah oui, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Enfin, désolée. Mais... Ça peut vouloir dire aussi qu'un événement est une balle qui transperce un corps et que la balle, on peut pas la retirer toujours et qu'il faut que le corps accepte la balle,
accepte, donc ne fasse pas de rejet, et qu'une fois que cette balle est acceptée par ce corps, on ne pourra plus extirper cette balle sans enlever tout le corps autour. Mais oui, et par rapport au changement climatique, du coup, ce mouvement de résilience par rapport au changement climatique, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que le développement durable, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir continuer à faire exactement comme avant, mais on n'a pas envie de changer trop non plus. Résilience par rapport au changement climatique, ça voudrait dire quoi? On revient à quelle époque? On revient à quel modèle, en fait? Moi, je crois pas qu'on va pouvoir revenir à la pré-révolution industrielle. Je crois pas qu'on va pouvoir revenir après la révolution industrielle. Je crois pas... non, s'il faut faire quelque chose, il faut faire autre chose. Ouais. Pas revenir à quelque chose qui a déjà eu lieu. On s'adapte, le changement. Il faut s'adapter au changement, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est même pas une question de « il faut s'adapter », et je pense que c'est, comme Carole disait, c'est en fait... C'est là, il n'y a pas... C'est le fait de l'accepter. Je pense qu'on peut... Faire avec. Non, je pense qu'on peut même revenir sur une forme de stoïcisme aussi, en fait, de pouvoir dire, comprendre les rouages dans lesquels nous sommes pour pouvoir déterminer ce qui dépend réellement de nous ou pas, et ce qui dépend pas de nous, en fait, juste ça dépend pas de nous. Donc, Vous me donnez encore une fois un excellent enchaînement avec cette question. Peut-on dire que le fatalisme est une forme de résilience? Alors, il va falloir définir c'est quoi le fatalisme. Parce que c'est ça aussi qu'on fait. Oui, ça veut dire quoi fatalisme? Genre juste. Le fait justement d'accepter les choses, d'accepter le changement, d'accepter le réel, le mur qui arrive que souvent on ne voit pas mais qui est quand même là. Pour moi, fatalisme, ça ne veut pas dire accepter le réel, ça veut dire croire que l'issue sera fatale. Faudrait peut-être faire une petite recherche. Non, mais c'est vrai. Peut-être faire une petite recherche pour définition de fatalisme, parce que c'est important de savoir de quoi on parle, sinon on glisse d'un sujet à l'autre. Fatalisme, attends, on va attendre qu'on ait chargé la définition. Doctrine ou attitude selon laquelle on ne peut pas modifier le cours des événements fixés par le destin. Ah, super. Alors oui, on va pouvoir parler. Justement, on parlait de stoïcisme. Donc le stoïcisme, c'est un courant philosophique de l'Antiquité qui s'est notamment beaucoup développé à Rome au moment où ils croyaient que le monde allait se terminer tout le temps. Et en fait, les stoïciens, justement, avaient cette conception du destin où beaucoup de choses sont déterminées par le destin, et finalement la marge de manœuvre que l'humain est là, elle est relativement restreinte. Et donc il faudrait, du coup, ce que le stoïcien cherche à faire, c'est vraiment de pouvoir distinguer qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui dépend pas de moi. Et en fait, tout ce qui dépend pas de moi, ça sert pas à grand chose de me prendre la tête dessus ou essayer de déployer plein d'énergie pour le changer, parce que ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas entre mes mains. Du coup, le fatalisme, en fait, oui, je crois que les stoïciens, ils sont fatalistes. Je pense qu'ils sont peut-être... Non, moi, je dirais pas qu'ils sont fatalistes, parce que je dirais, en fait, que faut que je relise la définition. Tu peux relire la définition. Je pense qu'ils refusent, en fait, de sauter dans le vide. C'est plus dans un rapport de en fait, le monde est trop vaste pour nos petites existences que pour pouvoir appréhender l'ensemble de sa complexité. Et donc, du coup, en fait, il s'agit plutôt de déterminer... ce sur quoi j'ai une prise, en fait. Et c'est vraiment là-dedans. Et je pense qu'en fait, même dans les stratégies qu'on a, moi, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai vraiment parfois l'impression de... Vous voyez, dans l'âge de glace, le moment où tous les dodos qui savent pas voler, ils sont en train de sauter dans le vide pour aller chercher une pastèque, quoi. Et je suis là en mode, ça n'a pas de sens de faire ça, en fait, parce que ce qui dépendait d'eux, en fait, c'était de savoir qu'ils savaient pas voler et donc de rester sur Terre. C'est un peu bizarre comme image, mais il y a un peu de ça, je crois. Oui, il s'agit de pas se tromper. Enfin, pardon, j'avais besoin de relire cette définition. Je fonctionne par relire 10 fois la même définition pour vraiment comprendre de quoi on parle. Mais donc, doctrine ou attitude selon laquelle on ne peut pas modifier le cours des événements qui ont été fixés par le destin. Donc, le fatalisme, c'est dire on ne peut rien faire. Le destin a déjà choisi pour nous, on sait c'est quoi l'issue, et on ne pourra rien changer à ça. Et moi, je crois que ça, c'est faux. Et du coup, la question était, est-ce qu'on peut dire que le fatalisme est une forme de résilience ? Pour moi, le fatalisme, c'est une forme de résignation en plus. Ouais, c'est ça, Voilà. de résignation. D'accord. C'est une manière de se désengager, de dire... Pas de résilience. c'est comme ce sera. Ouais. Parce que je pense que c'est justement de pouvoir justifier idéologiquement notre absence de faire. Oui, et se conforter là-dedans, de dire, en fait, je peux rien faire, je vais rien faire, parce que de toute façon, il n'y a rien à faire. Et c'est juste, moi, je vois ça comme un peu de lâcheté, quand même. C'est une manière de ne pas se confronter aux possibilités réelles qu'on a de quand même faire des trucs, même quand notre marge de manœuvre, elle est petite. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est l'Ecclésiaste, non? Qui est notre premier fataliste, en tout cas. Ouais. Oui, c'est vrai.
c'est vrai. Mais alors, on peut avoir des moments fatalistes, hein, parce que, évidemment, tu vas me chercher sur un registre où je suis profondément d'accord avec l'Ecclésiaste à plein de moments, mais pas toujours. Et en fait, il y a des moments où c'est peut-être OK d'être fataliste parce qu'on est fatigué et qu'on a besoin d'un retrait, quoi. Oui, c'est ça. Je crois qu'on est à une époque aussi où on porte énormément de responsabilités individuelles et de culpabilité, etc. Et donc, je crois que c'est OK de soulever ce joug-là à des moments parce qu'on a besoin de respirer. Et donc, si on a un moment donné où on crache sur le monde parce que de toute façon, ça finira comme ça finira et tant pis. Mais c'est important de pouvoir osciller dans ces ethos, donc dans ces manières d'être, de pouvoir ne pas être que ça. Parce que si on est que fataliste, ben en fait, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant et en plus le monde ira mal. Enfin, plus mal que ce qu'il va, ou de ce qu'il pourrait aller. C'était très, très instructif, hein, vraiment très intéressant. Et j'aimais bien, en fait, j'aimerais bien qu'on refassiez celle-là, en fait, hein, par rapport à l'océan de questions, là, justement, parce qu'en fait, c'est une question que j'avais pas repris, mais que, comme vous semblez tellement... ce que vous m'apprenez moi-même, des choses très intéressantes, hein, vraiment. Donc, justement, je voulais vous demander, en fait, c'est la question que je vais poser. Hein, donc, OK, quel est le rôle du philosophe et de la philosophie dans les crises auxquelles nous sommes soumis aujourd'hui? Ben... J'aimais bien la réponse était magnifique tout à l'heure, donc allez-y, amusez-vous. Okay. Jouez avec, comme vous voulez. Vas-y. Tu vas répondre un truc après ou tu as juste noté la question? Alors, juste noté la D'accord. question. Oui, comme... Donc, on l'a déjà mentionné, mais du coup, le mot crise, il sépare des trucs. Enfin, une crise, c'est quelque chose qui crée une séparation quelque part. Et... souvent, je crois que les affects d'angoisse et le côté terrorifiant des crises, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est séparé de quoi et où est-ce que nous on se situe. Enfin, il y a ce qui vient avec les crises, c'est ce sentiment que les choses changent et qu'on est largué. On ne sait pas sur quoi porter notre attention, on ne sait pas quoi faire après, parce que le monde est en train de changer, l'échiquier est en train d'être complètement transformé, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tout ce qu'on connaissait, ça marche plus. Le rôle de la philosophie, là-dedans, je dirais, c'est de donner des outils pour faire face à cette angoisse, justement pour apprendre à discerner qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qui sera encore vrai demain. Et je crois que dans ce qu'on disait tout à l'heure, de dire en fait le réel résiste, demain on sera encore là, bien moi j'y crois vraiment profondément. Et du coup, s'il y a une crise qui émerge là maintenant dans ma vie, je pourrais me raccrocher à ça comme quelque chose de solide et il y aura un côté rassurant à ça en fait. Donc la philosophie, elle donne des outils. Je crois qu'on peut revenir sur ce truc de la philosophie apprend à nager dans cet océan d'incertitude que les crises peuvent aussi être, en donnant des outils pour nager ou pour simplement flotter à des moments en attendant que la tempête passe, en attendant de voir un peu plus clair. Donc ouais, elle donne des outils quoi. Très bien. Oui, il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur si la crise sépare, elle sépare de quelque chose dont il faut peut-être faire un deuil. Et vous aviez parlé de la question de ne pas s'arrêter au deuil, et pour justement aller vers un réel ou un autre réel. En tout cas, il me semble que la question du deuil peut en tout cas être reliée à la question de la crise, pour que ce qui... Moi, en tout cas, je ne sais pas si ça rebondit sur ce que tu viens de dire, mais c'est ce que j'ai envie de rajouter en tout cas. Donc nous, une méthode qu'on a souvent quand on réfléchit dans des périodes troubles ou quand on se demande un peu où on est, qu'est-ce qui se passe, c'est la question, c'est quoi la dernière balise ? C'est-à-dire, c'est quand la dernière fois où on savait où on était ? C'est quoi le dernier truc solide qu'on a vu ? Et en fait, quand on est paumé, on va revenir à ça et on va retracer le chemin. Donc, je crois que la philosophie, et c'est aussi un rapport à l'histoire de la philosophie et à tous ces penseurs qui ont jalonné l'histoire dans des contextes différents, etc., qui ont laissé des traces de leurs pensées. Et en philosophie, c'est vrai que la philosophie, c'est une discipline qui se travaille à travers les textes et le fait d'avoir des interlocuteurs qui sont à des époques différentes. Et le fait de pouvoir reconnecter avec cette pensée
situés à plein d'endroits différents nous permet aussi de regarder en arrière quand on est perdu, de se dire c'est quoi la dernière balise, c'est quoi la dernière fois qu'on savait ce qu'on faisait, où on était. Ouais. En fait, ça revient au fameux pas sur le côté. On fait sur le côté, c'est vraiment très intéressant. Ouais, et puis je voulais juste rajouter, désolée, hein, mais parce que je pense qu'il y a aussi une espèce de dimension dans la philosophie. On a beaucoup parlé du fait qu'il y a des outils, etc. Mais je pense que c'est vraiment aussi dans un rapport. C'est un rapport en fait, c'est un certain rapport aux choses. Et ce certain rapport aux choses, je pense qu'il est induit par une certaine foi dans l'idée que comprendre permet de s'orienter. Et du coup, pour comprendre, il faut poser la bonne question. Mm-hmm. Et je pense vraiment qu'en tant qu'humain, on est vraiment mauvais pour poser les bonnes questions. Mais c'est vrai, hein. Parce que, et vraiment dans des détails très bêtes. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de philosophes, pour poser les mots, pour savoir. Oui, mais je crois que l'humain moyen, il pourrait, on pourrait s'améliorer. Dans le langage courant, vraiment, je me dis, moi en français, c'est un truc sur lequel, depuis que je suis toute petite, qui m'interpelle. Genre, quand on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans l'intériorité de l'autre, on dit ça va. Qu'est-ce qui va où? C'est vraiment, on problématise pas, je pense, correctement. Je pense qu'on n'arrive pas du tout à nous-mêmes cerner en fait ce qu'on cherche à comprendre. Et je pense en fait que là-dedans, il y a quelque chose de... je sais pas, moi je le ressens beaucoup avec les élèves, quand ils me disent « Madame, je comprends pas ». Je regarde, je fais « Mais moi non plus, je comprends pas. Est-ce que tu comprends pas ? Vraiment, je comprends pas. Je peux pas t'aider. Je peux pas te chercher, en fait. Parce que tu me donnes rien, là. » Et du coup, en fait, le moment où ils parviennent à formuler la question, c'est le moment où, en fait, ils comprennent où est le lieu de compréhension. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent s'orienter. Et du coup, je pense en fait que la philosophie, c'est certes un outil, mais en fait, pour que cet outil soit effectif, il faut réussir à cerner quel type de relation elle entretient. D'accord. Et le type de relation que la philosophie entretient, je pense, c'est de considérer que la connaissance, la compréhension et le savoir sont émancipateurs, non pas dans un idéal démocratique ou individualiste, mais émancipateurs dans le sens où ils permettent de dire, maintenant, tu as une carte et une boussole, tu sais pas où tu vas, mais au moins tu sais où tu es. Mm-hmm. Oui, il y a une manière de s'ancrer, je crois. Moi, je réfléchis beaucoup par métaphore, mais j'ai l'impression que notamment dans l'époque dans laquelle on vit, c'est un peu comme si on vivait dans un monde où il y avait très peu de gravité et il y avait beaucoup de moments où on était juste en train de flotter comme ça, comme des genres de ballons avec peu de gravité et qu'on flotte un peu dans les airs et on essaye de choper des trucs au cours de route. Ouais. Voilà, on est ballotté dans un sens. Et pour moi, en tout cas, la philosophie, c'est le fait à un moment donné de mettre un harpon dans le sol et de mettre une corde pour m'assurer à un endroit. S'amarrer à quelque chose. Oui, s'amarrer à un truc. Ouais. Et puis, en fait, si je m'amarre un peu plus loin, eh bien, en fait, j'ai une corde qui m'emmène là-bas. Et puis, en fait, ça crée des genres de réseaux, de toiles d'araignée, d'endroits où je peux m'ancrer. Ouais. Et du coup, aussi, naviguer d'un endroit à l'autre sans avoir ces moments de flottement où j'ai plus prise sur rien, quoi. Donc, ouais, pour moi, la philosophie, elle sert vraiment à ça, à créer des manières de s'ancrer et de maîtriser en fait la manière dont c'est peut-être justement le rôle des philosophes, c'est les pensées des philosophes qui sont peut-être ces formes d'encre justement auxquelles ces formes de lieux où on peut s'ancrer et peut-être trouver oui, et en même temps moi je suis assez réticente à cette formule de rôle de philosophe. Parce que moi je vois ça comme le rôle de la philosophie, mais je crois que la philosophie elle concerne tout le monde. Et qu'on en a fait une genre de discipline élitiste pour certaines personnes. Et je crois qu'on entretient ça très fort aussi dans la manière dont on en parle. Les philosophes sont ces gens cultivés, importants, intéressants, qui sont genre d'élite de la société, quelque part dans une tour d'ivoire universitaire. Moi, tous les philosophes qui, dans l'histoire de la pensée aussi, sont les philosophes qui m'inspirent le plus, sont des gens qui ont fait partie du peuple et qui ont pensé des situations concrètes avec des gens concrets et qui ont fait l'éducation permanente, populaire. C'est-à-dire qu'ils n'enseignaient pas à une élite de 10 personnes. En fait, ils allaient à la rencontre de situations concrètes et ils allaient pratiquer de la pensée les mains dans le cambouis. Et je trouve que tout le monde devrait pouvoir avoir ces outils de pensée simplement. Donc moi j'aimerais bien qu'on descende la philosophie de son piédestal, tout en reconnaissant le fait qu'il y a des outils là qui sont importants. Non, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Odile, en fait, par rapport à la formulation de la question, c'est vrai qu'on dit souvent qu'une question bien formulée, il y a déjà la moitié de la réponse dans la question. Oui, mais je pense qu'on n'est pas... vraiment, moi, je trouve ça aberrant à quel point on ne pense même plus à formuler des questions, en fait. Vraiment. Genre, si vous demandez à quelqu'un de lire un texte, dites-lui de poser 5 questions sur le texte plutôt que de résumer le texte.
il va avoir beaucoup plus de mal à le faire, en fait. Oui, et De juste imaginer des questions, les gens ont du mal à le faire, ils ne s'exercent pas à ça. Et puis, moi, je vois ça aussi donc, dans le contact qu'on a avec des élèves, des jeunes ou quoi. Ils ont une manière de formuler une demi-idée et puis à dire, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire, en fait. Et donc, je vais même pas me prendre la peine de formuler mon idée jusqu'à la fin de ma phrase, parce qu'en fait, tu vois grosso modo ce que je veux dire, non? Et en fait, c'est une forme de flemme, mais que je trouve dramatique. Parce qu'en fait, t'en sais rien que l'autre, il sait ce que tu veux dire. Et en fait, dans la relation aussi, comment est-ce que je sais ce que tu veux dire si t'as même pas pris la peine de le formuler? Est-ce que toi-même, tu sais ce que tu veux dire? Souvent, non. Enfin, donc, ouais, ayons moins la flemme de formuler des trucs et prenons la peine d'utiliser les mots corrects. Alors, je sais que vous avez animé des ateliers dans différentes écoles secondaires de Bruxelles à destination des jeunes adultes, on va dire, et par rapport justement des ateliers qui traitaient de l'écologie et de l'approche qu'on peut en avoir aujourd'hui. Et il y avait une question assez intéressante. Ben moi, j'aimerais bien comprendre une chose. On nous parle de la fonte des glaces. On nous parle de la disparition des ours polaires ou des pingouins. Mais qui va parler de la fonte de mes économies? Ouais, ça coûte cher l'écologie. Après, de quoi est-ce qu'on parle? On a fait ça tout à l'heure avec le fatalisme, je crois qu'on peut faire ça sur le fait d'être heureux, de vivre, etc. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'écologie? À mon avis, on parle plutôt de gestes écologiques qu'on nous impose quotidiennement, quoi. De gestes écologiques, c'est-à-dire le tri sélectif. On nous impose, qui nous impose? La société. Ok, donc l'État nous impose d'utiliser des sacs différents. Ouais, par exemple. Et l'État nous les fait payer cher. Très cher. Ok. Du coup, est-ce que ça, c'est de l'écologie? C'est à vous de répondre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que philosophe? Moi, je dirais, si l'État veut nous faire payer des sacs poubelles de couleurs différentes et nous les faire payer cher, c'est un choix politique, économique, certes, parce l'État aurait tout aussi bien pu décider de proposer ces sacs gratuitement ou à un prix réduit, parce que considérer que c'est un service public de distribuer gratuitement des sacs poubelles. Donc, pour moi, c'est clairement une décision politique. Alors, est-ce que c'est de l'écologie Non, mais est-ce que l'écologie, en fait, à mon avis, ce qu'elle veut dire par là, c'est est-ce que l'écologie est vraiment à la portée de tout le monde? C'est ça, je pense, la question qui est derrière. Est-ce que l'écologie, le fait d'avoir donc, cette aspiration à sauver les ours blancs, les ours polaires, etc., est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde? Moi, je crois que trier mes déchets, ça sauve pas les ours polaires. Et payer un sac poubelle 2 €, ça sauve pas non plus les ours polaires. C'est une question de gestion des déchets publics, et je crois que la Belgique passe pour un État qui trie super bien ses déchets à l'étranger et que ça nous donne un genre de... Voilà, mais c'est une manière c'est de la gestion publique. Ouais. Mais ça rejoint encore l'autre question, justement, par rapport au fait de bien manger. Parce qu'on dit souvent, voilà, c'est lié bien aux produits bio qui sont sans pesticides, etc. C'est des produits qui sont souvent hors de prix. Et c'est la vérité. Mais est-ce que manger bio, c'est écologique? Bonne question. Mais moi, en fait, j'ai vraiment du mal à voir la pertinence de ces questions, en fait, parce que, enfin, désolée de le dire comme ça, mais parce qu'en fait, il y a un peu ce truc de l'écologie, un combat de bobos. En fait, a priori, c'est les pays les plus riches qui consomment le plus. Donc, oui, en fait, dans les pays les plus riches, c'est là qu'il y a le plus de bobos. Enfin, donc on pourrait partir dans ce sens-là. Mais, mais dans les pays les plus riches, il y a aussi des pauvres. Mais c'est ça que j'allais dire. Et donc, du coup, j'allais dire, en fait, il y a des conditions matérielles d'existence d'un côté. Et en fait, quand on regarde, les gens qui ont le moins de moyens sont finalement ceux qui consomment le moins. Donc, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Genre, ou qui consomment le plus mal. Oui, mais même là-dedans, en fait, je suis là en mode... moi, je sais que ce truc de ça coûte cher, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que ça sauve? Etc. Je suis là, en fait, je sais pas, moi je mange moins que d'autres gens, donc du coup je peux manger peut-être autrement avec la même thune, enfin je sais pas. Moi je crois que c'est important de situer cette question dans... Alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu, pas humoristique, mais de prendre les choses un peu à revers, de dire, moi je crois pas que manger bio c'est écolo. Je crois que c'est une manière de se donner une bonne conscience pour plein de gens. Et par ailleurs, c'est bon pour la santé. Donc je crois que la raison pour laquelle on mange sans pesticides, etc., c'est qu'on a pris conscience du fait qu'on avait moins de chances de mourir de cancer. Et du coup, les personnes qui peuvent se le permettre préfèrent avoir une meilleure santé, une plus grande espérance de vie, etc. Mais en fait, c'est pas particulièrement pour la planète. Même si il y a une question de souveraineté alimentaire, de savoir combien est-ce qu'on arrive à produire sur des sols. Et il se trouve qu'à long terme, ça dégomme les sols. Donc voilà, question, d'accord. Mais... sur la question de est-ce que c'est un truc de riche ou de pauvre, enfin, est-ce que l'écologie c'est un truc pour des classes supérieures, etc., des classes privilégiées, pour rester sur cette question de l'alimentation, si on reprend juste l'histoire, il y a 60 ans,
ou plus, j'en sais rien, enfin imaginons, il n'y a pas si longtemps. En Belgique, il existait plein de petits producteurs qui produisaient leur propre nourriture. Et les gens qui n'avaient pas particulièrement des salaires reluisants, en fait, avaient souvent les moyens de produire, dans la campagne, d'avoir un jardin, etc., de pouvoir produire eux-mêmes des petits légumes, etc. Il se trouve qu'avec l'intensification du travail, du temps de travail, etc., bref, 1 milliard de changements qui ont eu lieu ces dernières années, ces pratiques-là d'autoproduction, d'avoir une autosuffisance alimentaire, ou en tout cas en partie, elle a disparu, ou en tout cas elle a été fortement diminuée, au profit de gens qui travaillent du coup temps plein dans 1 milliard d'autres jobs, etc., et qui du coup sont obligés d'aller consommer dans un supermarché pour avoir de quoi manger. Et puis après, dans ces supermarchés, c'est de plus en plus cher, et en plus on leur a... Alors, dans les années 80, on s'est dit on va vendre plein de nourriture transformée parce que ça va faire gagner du temps au foyer, ça va être super. Du coup, le temps de cuisine moyen d'un foyer est passé de 4h30 par jour à genre moins d'1 heure. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans ce système-là dans lequel on se dit oh là là, l'écologie, c'est un truc de riche. Parce que c'est vrai, en fait, que acheter 100% de nos produits alimentaires dans un supermarché, c'est cher. Surtout ces supermarchés... oui, il y a des logiques capitalistes derrière qui sont beaucoup plus complexes que juste si j'achète un produit avec un emballage vert, c'est que probablement je sauve la planète. Donc, dans ces questions, je crois que, moi je trouve, pour le coup, je trouve ces questions assez intéressantes. J'aime bien parce qu'elles nous permettent d'ouvrir une porte. Et si on prend justement un peu la peine de s'ancrer et de pas juste rebondir d'un sujet à l'autre de manière un peu flottante, qu'on se dit ok, on a cette question-là. Est-ce que manger sain, est-ce que manger bio, etc., c'est un truc de riche, est-ce que c'est écologique? On a déjà 2 questions. On a 2 chemins qu'on peut suivre. Si on suit ce chemin-là, on arrive sur d'autres questions. On arrive sur un historique, on arrive sur une situation, et en fait, ça nous fait analyser la situation dans laquelle on est comme quelque chose de complexe. Et cette complexité, ça ne veut pas dire que ça va résoudre la question. C'est-à-dire qu'à la fin de cette conversation, on n'aura pas résolu le fait que les sacs poubelles sont chers. Mais en tout cas, ça permettra d'identifier c'est quoi les endroits où il y a des trucs à faire. C'est quoi les endroits où c'est justifié d'être en colère. Et c'est quoi les endroits où en fait on se trompe juste de lieu. Ouais. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport justement au fait le prix des choses ou les choix à faire justement en termes d'agriculture et d'économie, en fait ce qui revient souvent, c'est que c'est vrai qu'on a parlé de supprimer par exemple tout ce qui était pesticides, etc. Pourquoi? Parce qu'évidemment les pesticides nuisent non seulement au sol mais aux abeilles qui sont les premiers fertilisants en réalité vraiment à notre santé. Oui, et c'est ça qui pose question. Évidemment, quand on veut faire ça, évidemment on élimine si on élimine ça, donc évidemment l'hyper-industrialisation, enfin, on va dire la production, les grosses productions auxquelles on est habitué diminue, etc. Augmente les prix évidemment des produits qui sont eux produits naturellement, etc. C'est ça la question en fait qui se pose. C'est qu'on veut tous bien faire ce geste justement écologique, combattre justement les pesticides, éviter d'empoisonner la terre, etc. Mais à quel prix? C'est ça. Moi je crois qu'on veut tous bien faire ce geste, mais en fait pas sûr. Parce qu'on n'y croit pas à ce geste. En fait, je crois qu'on est quand même en grande partie conscient et consciente du fait que le bio de supermarché, c'est quand même une belle supercherie. Et quand on le fait, on le fait à des moments parce qu'on a envie, on se dit allez là je vais me donner bonne conscience, je vais le faire. Et c'est pas, je dis pas ça pour critiquer, je crois que c'est une très bonne chose aussi de consommer bio, mais il y a une forme d'hypocrisie, de cynisme dans notre manière de pratiquer ces gestes. Et allez, le moment où quelqu'un va rechercher une canette dans un sac blanc pour le mettre dans un sac bleu et qui fait ah j'ai fait un geste pour la planète, on sait bien que c'est une blague. Donc moi je crois. En fait, et mine de rien, après on parle pas de statistiques, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une adhésion aussi quand même toute relative à ces petits gestes du quotidien à travers lesquels on est supposé sauver la planète. Et je crois qu'il y aurait une plus grande adhésion, c'est-à-dire que je crois que les gens feraient plus de trucs s'ils y croyaient vraiment. Oui. Ouais, et même pour revenir sur la question du cycle et sur un truc, de nouveau, j'ai pas les stats, j'ai pas les chiffres, mais de fait, en fait, les choses les plus polluantes ne sont pas forcément nous, petits êtres individuels dans une société, en fait. Et du coup, c'est des détails, mais je pense qu'en fait,
Mais pourquoi on nous culpabilise à ce point alors? Pourquoi? Est-ce qu'on nous culpabilise? Parce oui. qu'en fait, Tout est fait pour la... Ah, Écoute, il y a d'énormes campagnes de communication qui sont menées chaque année par rapport à ça. Enfin, je veux dire, c'est gigantesque. Et honnêtement, et par rapport justement même le conditionnement, ici avec l'histoire des sacs, c'est vrai, c'est stupide comme question, on va dire. C'est vrai, c'est une question stupide. Mais c'est une question pas comme ça, qui révèle quelque chose. C'est la même question que est-ce que c'est les chômeurs ou la fraude fiscale qui endettent les pays? C'est beaucoup plus facile de taper sur les chômeurs que de mettre des politiques concrètes en place contre la fraude fiscale. Pourquoi la société, les médias et les politiques nous culpabilisent par rapport à l'écologie? Si on est pris dans une société qui nous culpabilise tout le temps, c'est qu'il y a un intérêt pour cette société à la culpabilité. Et qu'en fait, on a plutôt intérêt à essayer de comprendre quel est l'intérêt de cette culpabilité pour pouvoir essayer de générer autre chose. Et je sais que, je sais pas, moi, il y a un certain moment comme ça où je m'indignais contre ma propre culpabilité et j'étais là en mode, en fait, on est dans un système qui nous fait, générer simultanément un syndrome de Stockholm et un syndrome schizoïde, quoi. Enfin, il y a un truc qui est très particulier là-dedans. Et je pense qu'en fait, sincèrement, il s'agit plutôt de poser la question de savoir c'est quoi la toile de fond, en fait, dans laquelle on s'enracine. Parce que les politiques ne sont pas méchants. Ils sont pris dans le même système que nous. Ils sont conditionnés par les mêmes choses que nous. Donc, ce pourquoi est-ce qu'ils parlent, c'est pour les mêmes raisons que ce pourquoi est-ce qu'on culpabilise aussi à certains égards. Je dis pas du tout le temps et je suis pas en train de lisser tout, mais ce que je veux dire, c'est que le moment où on commence à s'intéresser à la société de consommation, à la société des loisirs, à la société du divertissement, à la façon dont on envisage cette espèce d'individu unifié, sain, beau gosse, ça tient pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est presque du mysticisme, ce truc. Enfin, je sais pas, ou de l'obscurantisme, je sais pas comment nommer. De la pub. Ouais, de la pub. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je suis même pas sûre que ce soit pour se donner bonne conscience. Je pense que c'est parce qu'en fait, on sait pas quoi faire d'autre. Ouais, c'est ça. Je crois vraiment qu'il y a ce truc de, en fait, je ne sais pas comment définir mon individualité autrement que par cette culpabilité-là. Bah oui, on a à compiler nos existences avec plein d'injonctions contradictoires et moi aussi, je crois qu'il n'y a pas de méchant. Je crois vraiment qu'on essaye tous de tricoter notre vie et puis on a les mailles qu'on a, quoi. Mais je voulais revenir un peu en arrière parce que ça me permet aussi de revenir sur le rôle des intellectuels dans cette histoire. Des philosophes, mais je pense pas que, parce que les sociologues, les sciences humaines, etc. en fait font énormément là-dessus. Il y a quelques années, il y avait le mouvement du colibri qui était hyper à la mode. Donc, c'est le truc qui avait été lancé par Pierre Rabhi. Donc avec cette métaphore de genre la forêt brûle et l'éléphant et tout le monde il fait rien, mais le petit colibri il fait des allers-retours et franchement il donne 2 petites gouttes, mais vraiment ça en vaut la peine. Et si chacun faisait sa part, ce serait bien. Et donc ce mouvement du colibri a pas mal participé, je crois, à populariser cette idée que tous les petits mouvements, tous les petits gestes pour la planète comptent. Et ça a créé, en fait, du coup, effectivement, une responsabilité individuelle très, très forte sur ces problèmes-là. Et donc, des gens qui ont une charge mentale quotidienne de éteindre les lumières, pas laver ses vêtements trop souvent, faire pipi sous la douche, enfin, tout ce genre de trucs qui occupent plein de place dans notre tête. Ouais. Et alors, le jour où on achète un coca, on se sent coupable. Et pendant une semaine, on va faire pénitence. Enfin, et après, on va acheter des brocolis, mais... enfin, bref. Ouais. Tous ces gestes individuels, en fait, ils occupent tellement l'individu que l'individu, il a même plus le temps de se poser la question si ça a du sens ou pas. Et suite à ce mouvement-là, il y a eu un genre de deuxième mouvement, je sais pas si on peut les appeler les anti-colibris, mais en tout cas, d'autres gens, qui disaient non mais c'est déconné, il faut qu'on arrête, quoi. En fait, en termes de proportion, on fera plus pour la planète si on se mobilise collectivement pour que les grands pollueurs changent, en faisant pipi sous la douche. Et donc il y a eu un retournement, et ce retournement il a été généré aussi par des gens qui ont pu sortir la tête de l'eau, faire un pas de côté, regarder cette situation avec un peu de distance. Et donc voilà, des gens qui font des sciences humaines, des militants qui pensent leurs pratiques et qui essayent de stratégiser, et qui essaient d'élaborer là-dessus. Mais ça demande un petit peu de décoller ses yeux du guidon et de prendre le temps de faire un pas en arrière et de réfléchir. Et suite à ça, du coup, il faut aussi que l'individu, il intègre tout ça. En fait, pendant 5 ans, on m'a dit qu'il fallait absolument faire tous ces petits gestes. Et puis après, on m'a dit que non, il ne faut pas faire tous ces petits gestes. Par contre, il faut participer à toutes les manifs. Ok, bon, bah non, je vais participer à toutes les manifs, mais je n'ai pas l'énergie de manger bio et de participer aux manifs. Et donc, les individus sont pris dans ces changements et ont à
renégocier en fait leur manière de voir le monde à chaque fois. Mais il y a des mobilisations qui marchent parce que, par exemple, prenons l'exemple de la couche d'ozone. Finalement, ça marche, le petit Ah non, mais il colibri. y a plein de victoires. Ouais. Bah, je sais pas si c'est le colibri ou si Non, c'est... mais je veux dire, oui. l'effet colibri, quoi. Voilà, chacun a sa petite échelle, etc. On fait pression pour... Oui, d'accord, mais le pétitions. colibri, il fait pas pression. Le colibri, il fait pipi sous la touche. Ah, d'accord, ok. Le colibri, il essaye de changer ses comportements individuels d'accord, ok. pour apporter 2 gouttes sur l'incendie. D'accord. Je crois que, je sais pas, à l'opposé du mouvement colibri, il y aurait Don't Panic Organize, par exemple, où c'est un slogan avec genre, vous voyez, cette image avec plein de poissons qui se font manger par un plus gros par un requin, plus grand, puis tous les poissons qui ouais. se retournent et qui mangent le requin, enfin... donc, qui sont des mouvements qui ont justement dit non, à un moment donné, politisons et collectivisons les problèmes, parce que si on était tous en train de faire des allers-retours entre la forêt et le lac comme des colibris, on ne s'en sortirait pas. Donc je crois que les grandes victoires écologiques, c'est les victoires qui ont été collectives, c'est des mobilisations. Attendez-vous quelque chose de vos étudiants par rapport aux ateliers philosophiques que vous pratiquez auprès d'eux? Justement, je pense que non. Et je pense que c'est ça qui est important, en fait. Mais non, mais vraiment, parce que je pense qu'en fait, si on a une attente en soi, eh bien, on oriente. Or, une pensée qui est orientée n'est pas une pensée. Si, moi j'attends des trucs quand même. Mais oui. Attendre d'avoir... En fait, moi, je pense que ce que j'attends, c'est d'attendre de leur faire penser autrement qu'est-ce qu'ils pensent. Mais en fait, je n'attends pas une pensée en particulier. Il n'y a pas un objectif, genre, derrière... Non, moi, mon objectif... Enfin, et je crois que c'est souvent notre objectif dans les ateliers, c'est... Est-ce que tu as pensé ? Et quelque part, je m'en fous de ton opinion. Enfin, pas je m'en fous de ton opinion, genre dans le sens qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et qu'on réponde qu'on en a quelque chose à foutre des ours polaires ou pas, c'est pas ça le sujet. Moi, ce que j'attends quand j'anime ces ateliers, je crois que ce qu'on attend aussi, enfin, je crois que c'est pas que moi, c'est aussi dans l'intention de ces ateliers, c'est que les participants et participantes de ces ateliers puissent à un moment donné sortir de leur confort de répéter bêtement des discours ou de juste se laisser, voilà, comme je parlais des gens qui vivaient avec peu de gravité, qui se laissaient juste balloter d'un discours à l'autre. Et souvent, quand on nous pose une question, notre réponse spontanée, c'est une réponse pré-pensée. Oui, qui a été mâchée par d'autres, évidemment. Oui, c'est ça, c'est un truc qu'on nous a mis en tête et puis on le répète tel quel. Et souvent, dans les ateliers, les premières réponses qui sortent, c'est ça. Et c'est très bien, parce que c'est de là qu'on part. Ouais. Ça vous permet d'évacuer déjà un petit peu, voilà. Oui, et puis de partir, d'être là, c'est marrant, pourquoi on pense ça ? Pourquoi tu dis ça ? Tu penses vraiment ça ? Enfin, et à un moment donné, quand on a traversé cette couche de facilité, on touche à quelque chose qui est quelque chose de réel. Et ça peut être des choses très petites. Moi, je sais que quand je me balade dans les forêts en Pologne, je me sens bien. Ok, ça c'est concret. Accroche-toi à ça. Moi, je sais que l'odeur de mon t-shirt synthétique dans le vestiaire, c'est un truc qui me fait penser chez moi. Ok, accroche-toi à ça. Donc chacune va pouvoir juste à un moment donné sortir du confort de pas avoir à penser et faire l'effort de penser par soi-même un truc. Et en fait, pour moi, c'est ça l'objectif de ces ateliers et l'objectif de juste de pouvoir se tenir en tant qu'individu qui se tient vraiment face à d'autres et dire en fait ça je sais ou ça je pense. Et après pouvoir changer d'avis, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'une fois qu'on se dit ça je pense, qu'on discute avec quelqu'un d'autre, après, on peut dire, ok, je pensais ça, ben moi, je pense plus ça. Ouais. Mais là, t'as fait un pas. Et c'est autre chose que d'être ballotté dans le vide, que de dire, là, j'ai fait un pas, et puis maintenant, je suis ici. Et moi, c'est vraiment profondément ça que j'espère dans les ateliers. On ne va pas d'une idée préfabriquée à une autre idée préfabriquée. Oui, c'est ça. On peut évoluer. On ne va pas les gaver avec comment il faut se comporter, en fait. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport, justement, par rapport à la transformation, c'est transformer même son propre avis, c'est-à-dire c'est peut-être son analyse ou la perception. C'est vraiment très intéressant. Dites-moi, qu'est-ce que, en tant que philosophe, vous avez pensé quoi de ces questions ? Mais moi, je trouve ça rigolo comme quand on parle... En fait, il y a, donc, par exemple, la question qui parle de fonds de mes économies. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est de la fonte de mes économies ou de la fonte de l'économie. Et parce qu'en fait, là, je me dis, on a eu toute cette conversation, etc. À aucun moment, on a parlé du capitalisme, par exemple. Bah si, quand même. Oui, mais on l'a pas nommé tel quel. Et il y a un espèce de truc où il y a une imbrication là-dedans, en fait, dans la façon dont les subjectivités se forment, dans la façon dont les aberrations, les antinomies se créent aussi. Enfin, développement durable, c'est marrant quand même comme terme. Genre vraiment de dire en fait ce qui fait qu'on en est là, c'est parce qu'on a voulu développer des trucs et donc maintenant on parle de développement durable. Je sais pas, ça marchera pas. Mais et du coup, la question c'était qu'est-ce qu'on pense de ces questions ? Oui, que pensez-vous de ces questions qui ont été posées par certains membres, en tout cas de notre ASBL ? Est-ce que c'est des questions en fait que philosophiques ou juste voilà
des questions qui sont, on va dire, ballottées, comme tu dis si bien tout à l'heure, comme tu disais tout à l'heure, qui sont voilà, dans l'air comme ça. Tu avais l'air déjà sur ta lancée, je vais te laisser finir. Non, justement. Non. Moi, je trouve ces questions touchantes. Ouais, pareil. Et après, enfin, moi, j'aime pas la question est-ce que c'est des questions philosophiques ou pas. Moi, je sais pas. Pourquoi la couleur orange, c'est ma couleur préférée. Je trouve que c'est une super question philosophique. Enfin, en fait, il n'y a pas de question philosophique. On peut regarder avec des lunettes philosophiques n'importe quelle question. Pour moi, ça, c'est pas l'enjeu. Mais ce que je pense de ces questions, c'est que je les trouve touchantes parce que j'aime quand des gens prennent la peine de formuler des questions. Déjà, c'est comme on disait plus tôt, de prendre la peine de dire en fait ça me travaille. Et à partir du moment où on a pu dire ça me travaille, ben en fait on peut travailler, donc c'est super. Et puis ces questions, je les aime bien aussi parce qu'elles parlent de réalités concrètes en fait. Et il y a aussi une genre de hiérarchisation des questions ou des sujets. De dire justement une question philosophique, ce serait une question que genre un professeur d'université se pose et sur laquelle, enfin voilà, il y a des mots compliqués dedans et si elle fait moins de 3 lignes, c'est que c'est pas une vraie question. Enfin, il y a une forme de comment on appelle ça? Il y a une forme de prestige. Oui, ça semble irréel en fait, c'est trop haut quoi. Il y a une forme de prestige sur certains types de questions que d'autres questions n'ont pas. C'est réservé à certains. C'est ça. Alors qu'en fait, franchement, les questions que les universitaires se posent sont pas forcément plus intéressantes que les questions que des gens se posent. Et peut-être une dernière anecdote, une anecdote de quand j'étais à l'université. J'avais un... Alors moi, je suis une geek. C'est-à-dire que j'évolue parmi des groupes de gens qui sont fans de plein de machins, enfin des trucs... qui sont de la culture populaire et qui, de par le fait que c'est considéré comme de la culture populaire, sont moins prestigieux que des gens qui étudient Platon, par exemple. Et quand j'étais à l'université, à un moment donné, j'étais invitée à un colloque sur Platon, de philosophie antique. Et dans ce colloque, il y avait une douzaine de professeurs, de chercheurs qui travaillaient sur Platon. Et c'était très clair que c'est les 12 mêmes personnes qui se retrouvent autour de cette table chaque année pour leur colloque. Et qui parlent entre eux, et ils ont 1 milliard de références en commun, et ils font des blagues en grec, en citant Platon. Ah oui, Platon, à tel moment, il dit ça. Et en fait, ils avaient une genre de compréhension partagée de pourquoi ce truc-là était chouette. Et je me suis dit, ces gens-là sont des geeks. C'est des gens passionnés de Platon, et ils ont le droit d'être passionnés de Platon, parce que Platon, c'est formidable par plein d'aspects. Mais ces gens-là sont payés... un salaire de chercheurs universitaires pour faire leur colloque sur Platon à 12 chaque année les mêmes. Et je suis sûre que ce qu'ils disent... Ok, non, je suis pas sûre que ce qu'ils disent. J'ai eu l'impression que ce qu'ils disaient intéressait principalement les autres gens qui étaient des geeks de Platon et pas les autres gens de la société. Et moi, j'ai envie de dire, c'est super qu'ils soient là, mais... il y a plein d'autres groupes de geeks qui s'intéressent à plein d'autres sujets qui sont infiniment moins prestigieux ou jugés comme légitimes dans notre société. Et tous ces gens-là, c'est des gens qui reçoivent pas d'argent pour s'intéresser à leur sujet. et sur un malentendu, des gens qui parlent d'animé entre eux ou qui parlent de jeux vidéo, en fait, et qui sont juste des gens qui pratiquent ces jeux et qui en parlent avec passion, et ben, ils ont plein de trucs super à dire. Donc, cette différence entre ce qui est un vrai sujet philosophique, intellectuel, intéressant, et ce qui est genre la culture populaire, je crois que c'est une distinction qui est profondément contingente déjà. Quoi ? Ingrate. Et ingrate et injuste. Ouais, c'est ça. Je crois qu'elle est profondément injuste. Ouais. Mais c'est ce qu'a essayé de faire Michel Onfray avec son université populaire. Hein. Donc, oui, et plein de gens tentent de faire... voilà, et nous, on s'inscrit là-dedans aussi, des gens qui aimeraient bien penser dans le monde. Ouais. En tout cas, moi j'ai lu dernièrement un livre comme ça sur Spinoza. En fait, j'avais adoré. Hein. Sincèrement, je suis pas philosophe, hein, mais ça m'a vraiment donné envie, quoi. Parce que ce type, en fait, en résumé, il n'avait jamais réussi à vivre de la philosophie en fait, son fameux livre, l'éthique, n'a été édité qu'après sa mort, hein, d'après ce qu'on dit, en fait, parce qu'il n'a jamais osé l'éditer de son vivant. Et j'aimais bien parce que vous savez de quoi il a vécu? De verre à lunettes. Ouais, il polissait des verres à lunettes. Et quel est le rôle d'un philosophe? C'est apprendre à voir. C'est chouette, quoi. C'est quand même beau, quoi. Et ces lunettes étaient réputées dans le monde, quoi. Donc c'est extraordinaire dans le monde de cette époque-là. Donc voilà. En tout cas, Rachel, Odile, Caroline, merci infiniment, vraiment. J'espère que ça nous a appris à penser, vraiment. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. J'espère vous recevoir très vite et très bientôt. C'était un vrai plaisir, en tout cas. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.
Babelut. Babelut.